C'est cette évolution du marché de l'art, c'est-à-dire comment on est passé d'un marché de l'art à un art de marché. C'est-à-dire qu'avant, il fallait de l'argent pour acheter de l'art, et après, on achète de l'art pour faire de l'argent. Alors avant, il y a une date certainement très, très symbolique, mais aussi très, très importante, c'est 1964. En 1964, Rauschenberg gagne la Biennale de Venise. Et vous savez que c'est traditionnellement interprété comme le signe du transfert de la capitale des arts de Paris à New York. Alors, en général, ce fait historique est présenté comme allant de soi. New York aurait gagné à la loyale, en quelque sorte. Et on fait fi de toutes les arrière-pensées politiques, parce qu'évidemment, derrière ça, il y a un règlement de compte politique. De Gaulle, en 1964, venait de reconnaître la Chine de Mao. Et un des enjeux de la guerre froide culturelle, parce qu'à l'époque, c'est la guerre froide culturelle, a été de destituer Paris. Pensez aussi qu'à l'époque, la grande figure européenne qui incarne l'art, c'est Picasso. Et Picasso a sa carte du Parti communiste. Donc, pour destituer Paris, vous avez des lobbies de marchands collectionneurs qui se désengagent du marché parisien et une alliance, on pourrait dire italo-américaine, contre Paris. Par exemple, pour la première fois depuis le début de la Biennale de Venise, il n'y avait pas de juré français dans le jury. Vous avez également les œuvres de Rauschenberg qui sont arrivées dans les soutes de la Navy. Vous voyez, c'était légèrement organisé quand même. À terme, cette victoire de Rauschenberg à la Biennale de Venise, tout ça, ça va changer la structure du milieu de l'art. C'est-à-dire qu'en Europe, traditionnellement, c'est l'artiste qui est au centre du milieu de l'art. Et autour de lui, vous avez des écrivains, vous avez des poètes qui vont commenter, qui vont stimuler. Et puis vraiment, en périphérie, vous avez les marchands. Tandis qu'aux États-Unis, ça va être le contraire. Aux États-Unis, vous avez d'abord des gens qui savent vendre, donc des marchands potentiels. Et puis vous avez aussi d'autres personnes qui ont déjà tellement bien vendu qu'elles peuvent collectionner. Donc, marchands et collectionneurs seront au centre du milieu de l'art. Et, in fine, les artistes auront tendance à devenir périphériques dans ce nouveau marché de l'art qui va se dessiner. Alors, le réseau marchand naît aux États-Unis avec Castelli. Castelli, c'est le galériste des pop. C'est lui qui a découvert Rauschenberg, Jones, enfin bon. Et cet homme est absolument génial. Il va inventer le système des galeries qui marchent en réseau. C'est-à-dire que vous avez plusieurs galeries amies qui vont présenter un certain nombre d'artistes partout à l'international, dans les grandes capitales. Évidemment, ça donne l'impression d'un succès planétaire. Parce que vous voyez Tartampion exposé à Londres, à Sydney, je ne sais où. En réalité, tout ça a été parfaitement planifié. Évidemment, l'Europe est en retard. Elle peine à comprendre les stratégies culturelles d'influence, alors que les Américains en ont fait la théorie. Ça s'appelle le soft power. Alors, il y a des méthodes d'achat américaines très particulières. Par exemple, depuis longtemps, en Amérique, on achète 2 œuvres d'un même artiste. Une pour soi, qu'on va accrocher dans son salon, et puis une autre qu'on va donner au musée, à un musée. Parce qu'évidemment, une fois que l'œuvre est dans un musée, ça fait monter la cote de l'artiste, et retour sur investissement, l'œuvre que vous avez dans votre salon, et bien évidemment, son prix vole aussi. Vous imaginez également qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts quand les collectionneurs sont dans le conseil d'administration des musées, avec tous les délits d'initiés que ça peut supposer. Si vous savez, parce que vous êtes au conseil d'administration, que dans 6 mois, le musée va organiser une grande exposition Tartampion, c'est le moment d'acheter Tartampion avant que ça monte. Or, aux États-Unis, les musées sont privés. Mais ces mœurs vont venir en France, où les musées sont publics. Au milieu des années 70, le mot art contemporain a remplacé le terme d'avant-garde. Art contemporain, c'est moins militant, c'est plus vendeur. Or, de plus en plus, l'art contemporain va être la pratique d'une toute petite partie de nos contemporains. Je dirais que ce sont les conceptuels, les héritiers pas toujours très légitimes d'ailleurs de Marcel Duchamp. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un grand réseau international ne peut pas gagner d'argent avec un peintre qui produit 50 tableaux par an.
Il y a eu une inversion, on est passé de ce qui est rare et cher à pour que ce soit cher, il ne faut pas que ce soit si rare que ça. Parce qu'il faut que les œuvres circulent dans le marché mondialisé pour qu'elles soient cotées. Donc il faut du stock. Et alors il y a une date qui a frappé les esprits. En 2007, la vitrine de produits pharmaceutiques de Damien Hirst vaut 1 million d'euros plus cher qu'un Velázquez qui se trouve en vente dans la même soirée. Or, l'œuvre de Damien Hirst est un multiple, et évidemment, le Velázquez est une œuvre unique. Et là, c'est un tournant, parce que jusqu'ici, l'art ancien était quasiment inatteignable. Autre date extrêmement symbolique, Hans-Peter Feldmann, en 2010, a remporté le prix Hugo Boss, doté de 100 000 $ et assorti d'une exposition au musée Guggenheim de New York. Qu'est-ce qu'il a fait comme exposition ? Eh bien, il a utilisé sa dotation, 100 000 billets de 1 $, pour tapisser les murs du musée. Je crois qu'on ne peut pas rêver mieux pour illustrer ce que c'est que l'art financier. Et là, vous voyez que les critères internes à l'œuvre sont remplacés par les critères financiers. Et la commissaire, d'ailleurs, de l'exposition a déclaré « Les billets, comme les œuvres d'art, n'ont que la valeur qu'on leur attribue, n'ont que la valeur que leur attribue la société qui croit en eux. » C'est-à-dire qu'au fond, c'est un art fiduciaire. On dit que la monnaie est fiduciaire, ça veut dire que finalement, ça ne tient que par la confiance. Donc, pour montrer l'ambiguïté de cet art contemporain-là, beaucoup d'historiens dont je suis ont décidé de l'appeler AC. Et c'est au sein de ces pratiques particulières à l'AC que la financiarisation va sévir. Alors évidemment, si la construction de la valeur prime sur l'œuvre, les médias vont être partie prenante pour participer à cette construction de la valeur. Et comme ils sont friands de spectaculaire, voire de scandale, ils vont plutôt mettre en valeur les Duchampiens, les néo-dadaïstes, plutôt que d'autres courants. Pour ameuter les journalistes, il vaut mieux mettre un zèbre dans le formol plutôt que de peindre un zèbre sur une toile. Or, donner de la notoriété, c'est construire la valeur financière. En France, on a une autre particularité. Par son prestige, l'État est prescripteur. Et l'État n'a pas besoin de dépenser beaucoup pour influencer le marché. Labelliser, ça peut suffire. Alors, il faut reconnaître que certains artistes duchampiens ont tenté une résistance au marché, par la pauvreté des matériaux, par l'importance accordée aux gestes, au processus, au jeu, à l'éphémère, à l'aléatoire, à l'humour, à l'inachevé, tout ce que vous voulez. Ils voulaient passer d'œuvres choses que l'on pouvait vendre facilement à des œuvres expériences qu'ils pensaient rétives à la marchandisation. Mauvaise pioche, parce que c'est là justement que la marchandisation a le plus sévi. Alors il y a un exemple, c'est Buren. Dans les années 60, il nous fait le degré zéro de la peinture avec ses bandes. A priori, c'est invendable. Et puis, vous savez, la suite, Buren est devenu un artiste officiel, une affaire qui tourne avec une œuvre qui fonctionne comme un logo. Dès que vous voyez des rayures, vous dites « Ah, c'est peut-être un Buren ». Mais bon, Reynaud avec ses carreaux de faïence ou Viala avec son haricot, ça fonctionne pareil. Et comme dit Catherine Lamour, les jeunes sacrilèges finissent en vieux spéculateurs. Plusieurs générations d'artistes ont été formés ou déformés par l'AC, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus les techniques de dessin, de peinture, de sculpture, mais ils connaissent les démarches conceptuelles, ils connaissent le marketing. Donc ils ne savent plus rien faire de leurs mains, mais ils savent faire travailler autrui. Et là, ils vont se comporter beaucoup plus en entrepreneurs d'art qu'en artistes. Alors souvent, on nous dit « Ah oui, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, déjà à la Renaissance, les ateliers, etc. » Bah oui, mais à la Renaissance, le maître fournissait les dessins, il était capable de dessiner, il contrôlait le travail de ses assistants et il se réservait la possibilité d'intervenir. Et en plus, il y avait un apprentissage avec un maître qui transmettait un métier et un style. Et un style, ce n'est pas une simple coquetterie, c'est une manière d'être en peinture, en sculpture, c'est une manière d'être en art. Bon. Donc, ce que j'appelle l'AC, quelque chose de très particulier dans l'art contemporain, régresse à l'artiste aristocrate qui ne travaille pas et qui regarde le manuel avec un certain dédain.
puisque dans l'art conceptuel, au fond, c'est le donneur d'ordre qui est réputé l'artiste. Et là, vous avez toute une lutte depuis Léonard de Vinci qui s'est déroulée pour faire accepter qu'un art manuel puisse être aussi un art libéral, un art noble. Et toute cette lutte est mise à mal. Notez aussi que la modernité et la tradition académique qui s'opposaient sur bien des points, au moins étaient d'accord là-dessus. Toutes les deux, l'académisme et la modernité, s'accordaient pour réunir conception et réalisation. On visait une sorte d'unification de l'homme par l'alliance de l'œil et de la main. Alors, en réalité, l'artiste d'Assé est à la merci des réseaux. C'est l'acteur le moins important de l'art financier. Quand un collectionneur spéculateur se désintéresse d'un artiste, la cote s'effondre. Et là, vous avez également la fin d'une longue histoire. C'est que pour affronter les académies du XIXe siècle, alors les académies du XIXe siècle, on peut le dire tout le mal qu'on veut, mais il y a une chose au moins qu'il faut noter, c'est qu'au moins c'était les artistes qui étaient au pouvoir dans les académies. Donc pour affronter les académies du XIXe siècle, les artistes se sont appuyés sur le marché. Pensez aux impressionnistes et à Durand-Ruel. Ben oui, mais au bout de dizaines et des dizaines d'années, le marché finit par dévorer les artistes. Alors souvent on me dit vous êtes énormément critique de cet art contemporain-là, etc. Non, moi je suis historienne, j'essaie d'être objective et de décrire les phénomènes que je vois. Or, je vois aussi l'évolution de tout un milieu artistique traditionnel. Et là, je vais peut-être dire des choses qui vont déplaire. Et tout ce milieu artistique traditionnel porte une responsabilité aussi dans ce qui lui arrive. Aujourd'hui, vous le savez, tout le monde est artiste. Il y a pléthore de peintres, de sculpteurs, et la qualité ne suit pas forcément. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde où les carrières professionnelles sont en pointillés, que même la famille est précaire, que l'identité, le destin, tout ça c'est assez vacillant. Et la tentation est grande de se dire je vais être artiste pour tirer de moi-même une sorte de fil rouge, une œuvre qui va donner un sens à ma vie. Mais alors du coup, le marché des artistes non duchampiens est saturé. Il y a trop d'offres et pas assez de demandes. Et j'ai participé à la création d'un site sur Internet qui s'appelle le Musée imaginaire de Patagonie, qui est un site qui, bien sûr, présente certains artistes, mais surtout, c'est un site qui essayait de stimuler des vocations de collectionneurs. Parce que ce dont on manque aujourd'hui, ce sont surtout de collectionneurs. Donc, arrivent sur le marché des tas de gens sympathiques, certes, mais assez naïfs. Exemple d'un dialogue qui a eu lieu le mois dernier entre quelqu'un qui tout d'un coup se découvre une vocation d'artiste, de peintre, et qui veut devenir professionnel, et qui va voir une artiste confirmée pour apprendre son métier. Le professeur lui dit « Combien de temps pouvez-vous consacrer à l'apprentissage de la peinture ?» Réponse de l'intéressé « Oh, une bonne après-midi !» Commentaire du professeur, vous croyez qu'on devient pianiste professionnel, concertiste en travaillant une demi-journée par semaine son piano? Et là, l'autre, effectivement, tout d'un coup, réalise qu'il y a un problème. Donc, j'entends souvent de jeunes artistes qui critiquent vertement les galeries sans se rendre compte que la pléthore d'artistes a provoqué, depuis longtemps, la naissance de galeries qui n'ont de galeries que le nom, qui sont en fait des loueurs de Simèse et qui vous laissent vous débrouiller tout seul. Une vraie galerie, elle a une direction artistique, elle a un fichier client dont elle sait qu'ils sont susceptibles de s'intéresser à tel ou tel type d'œuvre, et elle suit ses artistes. Donc, elle ne peut pas accepter toute personne qui vient tirer sa sonnette. Et puis, faites un calcul, vous prenez, je sais pas, une exposition, ça dure quoi, 15 jours, 3 semaines. Vous prenez l'année, vous retirez les périodes de vacances et vous calculez combien il y a de périodes de 3 jours, 3 semaines, de 15 jours, 3 semaines. Et vous verrez qu'effectivement, il y a une réalité du marché qui fait qu'on ne peut pas accepter toute personne qui se présente. Alors, il faut noter aussi que la société évolue, qu'aujourd'hui, les meubles ne valent plus rien. Un meuble en bois massif fait par un ébéniste, ça vaut moins cher qu'un meuble Ikea. Et je ne caricature pas, c'est la réalité. Or, la peinture et la sculpture sont des objets mobiliers.
Alors vous me direz, bon, un peu moins, on peut partir avec un tableau sous le bras, avec un buffet sous le bras, c'est plus rare. Mais bon, les collectionneurs, je pense aux grands collectionneurs, à ceux qui entraînent le marché, bon, ils appartiennent aux classes dominantes qui sont devenues nomades dans la mondialisation. Il y a une mobilité professionnelle obligée pour elles, et elles traversent allègrement les frontières. Elles passent une année à Londres, une année à Sydney, une année à Los Angeles, etc. Et on ne veut plus s'encombrer de meubles. Donc, la peinture, on ne veut pas s'en encombrer non plus. Et finalement, les installations conceptuelles qui se montent et se démontent en fonction d'un protocole conviennent mieux à ce mode de vie dit arty, puisque c'est le terme consacré depuis 2008. Alors, autre particularité française, le jeu trouble de l'État. Déjà avec les collectionneurs. Autant aux États-Unis, collectionner est vertueux. En France, quand vous dites que vous êtes collectionneur, surtout le fisc, va commencer à soupçonner des choses. Il y a un exemple qui est resté très célèbre. Le musée d'art moderne de la ville de Paris avait organisé une exposition qui s'appelait Passion privée et qui demandait à des collectionneurs d'art contemporain de prêter un certain nombre d'œuvres. Eh bien, tous ceux qui ont eu la gentillesse de prêter ont eu un contrôle fiscal dans l'année. Alors, vous comprenez que ça n'encourage pas les vocations. Et qu'en France, il y a des collectionneurs, mais ils vont avoir tendance à ne pas le dire. Ce qui, évidemment, n'aide pas les artistes qui sont dans leur collection. Ce n'est absolument pas le cas aux États-Unis. Alors, il y a eu la loi Yagon sur le mécénat en 2003 qui a essayé un petit peu de rétablir la situation. Mais si vous creusez quand même la loi Yagon, vous apercevez que parfois on n'est pas loin du détournement de mécénat. C'est-à-dire qu'on veut bien vous défiscaliser, mais à condition que vous mécéniez des expositions qui auront été déjà labellisées. Autre problème, normalement, un État dit libéral ne devrait pas s'occuper de diriger la création. Il devrait s'occuper de patrimoine, ça c'est sûr, parce que l'État, lui, il a la durée pour lui. Bon. Il devrait peut-être, oui, effectivement, entretenir la diversité culturelle, éviter qu'un marché hégémonique détruise les autres. Et l'intervention de l'État était, c'est ce que nous avait dit Jacques Lang, rappelez-vous, l'intervention de l'État était supposée corriger le marché, et en réalité, cette intervention de l'État a abouti à un clientélisme où les mêmes artistes subventionnés tournent, avec en plus un acoquinement du fonctionnaire et du marchand et une utilisation du bien public au service d'intérêts privés. Alors là, je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'on pourrait dire sur Versailles, mais il est certain que les grandes expositions d'art contemporain à Versailles, c'est ça. C'est le palais qui devient une sorte de machine à côté, avec toujours les mêmes galliéristes. Comme par hasard, regardez vous prenez les artistes actuellement dans les grandes expositions où l'État est partie prenante, et la galerie Kamen Menour, je ne sais pas pourquoi, on la voit souvent celle-là. Il y a également des problèmes de coproduction avec l'argent du contribuable. C'est-à-dire que l'État, avec certaines galeries, coproduit, mais oui, où est le retour sur investissement, ça on ne sait pas. Parce que tout ça se fait dans la plus complète opacité des comptes et des décisions. On ne sait pas pourquoi M. Tartampion a les droits d'avoir tel palais de la République, qui a pris la décision, au nom de quoi. Enfin bon. Alors, comme le marché est international et centré sur l'Amérique, la grande majorité des achats publics concernent les artistes étrangers. Alors, vous savez, de temps en temps, moi j'avais un professeur d'histoire qui disait « tout est dans les journaux, mais pas en première page ». Et alors un jour, dans le Monde du 22 avril 2007, là j'ai bu du petit lait parce que Alain Seban, qui est le directeur du Centre Pompidou, a quand même fait un aveu. Il a dit « Longtemps, on a répugné à défendre les artistes français de crainte d'être accusés de nationalisme ». Je crois que cette phrase, il faut l'encadrer. Par contre, pour prendre les subventions là, et l'argent du contribuable, on ne se posait pas la question. Bon. Alors, le comportement de l'État, évidemment, il est mimé en province, les fracs, etc. Bon. Et tout ça, tout le monde va finalement exposer les têtes de gondole du grand marché. Alors, c'est très différent dans les autres pays où il y a encore un marché de l'art tout court, un bien vivant, à côté de l'AC, et même parfois une peinture, une sculpture qui sont extrêmement courues. Il y a un exemple qui est célèbre, c'est l'exemple chinois.
Hein, il y a de l'art contemporain, très très contemporain, il y a des artistes chinois extrêmement transgresseurs, et puis il y a aussi des peintres, certains d'ailleurs cotent très très cher, même plus cher que Picasso, parce que les collectionneurs chinois soutiennent leur tradition. Alors là aussi, ne me faites pas dire « Ah oui, mais vous critiquez l'Amérique, ah oui, vous critiquez M. Castelli ». Je crois qu'il faut aussi, là, balayer devant sa porte. On a des témoignages de Castelli, donc celui qui a manigancé la Biennale de Venise, qui dit « Je ne comprends pas les galliéristes français qui ne pratiquent pas le donnant-donnant ». C'est-à-dire, lui, Castelli, était prêt à dire vous m'exposez mes artistes américains à Paris et moi je vous expose vos artistes français à New York. Mais visiblement, on ne lui demandait pas de renvoyer l'ascenseur. Autre perturbation du marché, les salles des ventes. Alors dans les années 50, ça fait rêver, Maître Reims, son étude représentait Sotheby's et Christie's réunis. La seule étude de Reims, c'était la somme de Sotheby's et Christie's. Alors aujourd'hui, la France a dégringolé en 4e place, derrière les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, mais c'est 4-5%, hein, c'est une 4e place avec un tout petit pourcentage. Et surtout, à partir de la fin des années 90, les salles de vente se mettent à intervenir sur le premier marché, alors qu'originellement, elles se cantonnaient à la revente. Donc, elles concurrencent les marchands en galerie qui jouaient le rôle de découvreurs. Parce qu'évidemment, elles ont une audience internationale, elles ont une puissance financière, elles ont les moyens de créer l'événement et les artistes. Alors, les salles des ventes vont perturber le jeu du marché parce qu'en plus, elles sont en situation de duopole. C'est-à-dire qu'en France, on a cassé le monopole des commissaires-priseurs pour finalement se donner à une duopole, hein, c'est-à-dire l'américaine Sotheby's et la britannique Christie's. Alors bien sûr, toutes les ententes sont possibles. Par exemple, il y a eu la vente très célèbre en septembre 2008 où Damien Hirst a vendu, entre autres, son veau d'or, symbolique, le jour même de la faillite de Lehman Brothers, et il a battu des records d'enchères. Officiellement, Hearst court-circuitait ces galeries. En fait, après, on a appris qu'elles étaient de mèche pour créer l'événement. On a une opacité totale dans les ventes aux enchères qui achètent. Vous savez, il y a toujours le type suspendu au téléphone, on ne sait pas qui a surenchéri. Bon. Et puis maintenant, les grandes salles de vente prennent des parts dans certaines galeries qui sont plus ou moins sous contrôle. Donc là, on est carrément en situation de trust. Et elles interviennent même dans les ventes gré à gré. Alors là, on reste ébahi parce que des ventes publiques qui en viennent aussi à s'occuper de ventes privées, les mots n'ont plus de sens. Donc on est en pleine dérégulation. Alors parfois, on a quelques objections. Je vois que j'ai un contradicteur qui m'a dit « Oui, mais le marché de l'art, vous comprenez, c'est quoi? C'est 60 milliards du marché de... enfin, ça représente 60 milliards, c'est pas grand-chose. C'est 15% d'une journée de cotation en bourse. C'est pas grand-chose. » Oui, mais cette circulation est utile, ne serait-ce que pour verser des commissions, mettre de l'huile dans le système. Parce que alors là, je ne voulais pas empiéter sur ma voisine. Je ne la vois pas arriver, donc je vais empiéter. L'art contemporain, ça sert à des tas de choses. L'art financier, ça sert à des tas de choses. Bon, ça sert à du prestige, parce qu'effectivement, il y a parfois des bagarres dans les ventes aux enchères uniquement pour être dans le livre des records. Ça sert à faire de la com'. Un bon scandale avec une œuvre bien transgressive, ça vous vaut effectivement beaucoup de presse, beaucoup de télévision, etc. Et ça vous donne une image de modernité, d'audace, de décontraction. L'art financier, ça vous donne aussi l'occasion de fréquenter tout un milieu d'affaires international qui sont les autres collectionneurs. Donc ça fait une sorte de club d'investisseurs, si vous voulez. Et donc, si sur un plan métaphysique, j'avais écrit dans mon livre Les mirages de l'art contemporain que c'était une transgression de l'art qui était devenue un art de la transgression,
Sur un plan financier, on peut dire que l'AC, c'est l'art du fondamentalisme marchand, où fourmillent les délits d'initiés, les pratiques de trust, de blanchiment d'argent. Alors maintenant, avec ce qui se passe dans les ports francs, pendant très longtemps, on disait « Oh, vous savez, les ports francs », on nous disait « Ah, Surgens, vous voyez le mal partout ». Maintenant que M. Bouvier a des ennuis, on s'aperçoit qu'il se passe effectivement des choses bizarres dans les ports francs. Bon. Il y a aussi des monopoles. Vous savez que, par exemple, l'œuvre d'Andy Warhol est est aux mains d'une seule famille, les Mugrabi. Ils ont le monopole de l'œuvre de Warhol. Donc, ils font la pluie et le beau temps. Ce qui serait interdit, par exemple, vous ne pourriez pas avoir le monopole du cuivre. C'est interdit au niveau international. Mais en art, tout est possible. Donc, un chercheur comme Xavier Greff, qui est un économiste spécialisé dans l'art, a fini par dire qu'il répugnait à parler de marché pour l'AC. Il parle de système. Parce qu'il dit que ça ne répond pas à la définition classique des marchés qui ont des règles. C'est-à-dire qu'il y a un marché de l'art moderne, il y a un marché de l'art ancien, mais il y a un système de cet AC, de cet art contemporain-là. Alors avec bien sûr des contaminations possibles. Vous savez que la mauvaise monnaie chasse la bonne et le mauvais système peut chasser les marchés dignes de ce nom. Voilà, donc j'avais prévu de passer la parole à ma voisine. C'est une performance, je ne sais pas, peut-être. Et puis, bon, de vous indiquer également que tout ce que je viens de dire, je le développe souvent sur mon blog, puisque j'ai un blog qui est gratuit. Il suffit de vous inscrire à la lettre d'information qui s'appelle Le Grain de sel du mardi. Donc, un mardi sur deux, vous avez un petit commentaire rapide de l'actualité. Alors, mon blog, c'est surgens.fr. Et la lettre d'information, c'est Le Grain de sel du mardi. Mais vous allez le trouver sur Internet. Et donc, il suffit de vous inscrire, de confirmer votre inscription pour que le blog sache que c'est bien vous qui vous êtes inscrit. Et puis après, ça se diffuse automatiquement. Alors, sinon, pour perfectionner un petit peu ce que je viens de vous dire, moi, personnellement, il y a une œuvre qui me semble incarner cet art officiel de la mondialisation. C'est ce que Wim Delvoye a fait à Tim Steiner. Vous savez que Wim Delvoye élève des cochons en Chine et qu'il les tatoue. Et que lorsque le collectionneur veut son œuvre, on tue le cochon, on tanne la peau et on ramène le cochon en Europe dans le salon du collectionneur. Alors, il fait ça en Chine, bien sûr, parce qu'en France, il y a Brigitte Bardot, il aurait quelques problèmes, sinon. Et il a décidé de faire la même chose avec un homme qui s'appelle Tim Steiner, qui a donc eu le dos tatoué et qui, par contrat, s'est engagé à sa mort à être dépecé et à finir dans le salon d'un collectionneur. Je crois que c'est vraiment, cette œuvre-là qui incarne l'art financier, si vous voulez, qui dit « l'homme est une marchandise comme une autre ». Voilà. Et vous avez également ce malheureux Tim qui s'est engagé par contrat à montrer son dos dans un certain nombre de grandes expositions, style FIAC. Et il a montré son dos dans les salons du Louvre lorsque Wim Delvoye a eu les honneurs du Louvre. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça très bien, très original. Donc là, dont la revue Art Sacré, de la défunte revue Art Sacré, qui n'avait pas vu le problème. Et là, je crois qu'on voit, si vous voulez, à partir du moment où l'argent devient le critère principal, l'argent arrase toutes les valeurs. Si pour une somme X, je peux avoir tant de barils de pétrole ou un Rembrandt, ça veut dire qu'un Rembrandt égale tant de barils de pétrole. Alors qu'en réalité, c'est faux. Les barils de pétrole, vous pouvez toujours en fabriquer. Le Rembrandt, c'est terminé. Bon. Donc, en comparant par l'argent, on égalise des choses qui ne sont pas du même ordre. Alors, je vais peut-être vous laisser la parole maintenant, si vous avez des questions. Est-ce qu'on fait circuler le micro, peut-être? Ou il y a un deuxième micro? Et puis, Aude de Queyros arrive, va donc prendre le relais. Donc, déjà, ça, c'est formidable. Comme ça, Christine a introduit le sujet. Et puis, ça vous permet déjà de poser des questions sur
sur le débat qui vient d'être commencé, et Aude de Queyros continuera. Voilà. Donc, quelles sont les questions? Oui. C'est bon, c'est ouvert? Oui. Merci Christine de cette intervention. C'est toujours passionnant de vous écouter, de vous lire. Je vous lis régulièrement avec grand plaisir et c'est toujours un moment, je dirais, privilégié et toujours intéressant. Ma question par rapport à tout ce que vous venez de dire, de rappeler, de ramasser, c'est en tant qu'artiste, quelle est la meilleure façon, je dirais, de lutter et est-il possible de lutter de façon un petit peu efficace en se regroupant en groupe d'artistes pour essayer de casser cette espèce d'aliénation et d'instrumentalisation de l'art qui est absolument insupportable et qui fait beaucoup de casse au niveau des artistes. Alors vous avez prononcé le mot-clé qui est se regrouper. Quand vous prenez l'histoire de l'art moderne, vous vous apercevez que c'était souvent une histoire de groupe. Il y avait les surréalistes, avec au sein des surréalistes, par exemple, des personnalités très fortes. Et que malheureusement, cette histoire collective, elle s'est un peu perdue au début des années 70, je dirais. L'artiste est devenu très individualiste. Moi, je le vois en tant qu'historienne de l'art. Lorsqu'on regarde l'œuvre de quelqu'un et qu'on commence à dire « Ah, il y a des éléments qui font penser à tel courant, etc. » La personne se cabre en disant « Mais non, moi je suis unique, je suis, etc. » Bon. Ben oui, mais à ce moment-là, chacun reste dans son coin et chacun est vulnérable dans son coin. Donc effectivement, il y a bien l'idée qu'il faudrait se regrouper. Alors je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est nouveau. Je crois que Aude certainement vous en parlera, c'est la présence d'Internet. Oui, alors justement, par rapport à... Parce que, je dirais, les années passent, le système est différent, tout se passe maintenant par réseaux sociaux et sur Internet. Comment, je dirais, fédérer toutes ces énergies au mieux comment faire, en sachant que les artistes ne sont pas, je dirais, tous, du moins pas moi, des prodiges du maniement de toutes ces technologies nouvelles. Hein. Je dirais que c'est le problème. Voilà. Moi-même, oui. Je ne suis pas... Je l'utilise, mais j'ai écrit un petit papier pour ceux qui suivent le blog cette semaine sur le problème des ventes en ligne. Et je m'étais aperçue qu'effectivement, c'était un phénomène qui explosait, puisque je crois qu'entre cette année et 2013, il y a eu une augmentation de 108% des ventes en ligne. Donc c'est vraiment une explosion. Et je me disais, mais pourquoi, effectivement, dans ce milieu de nom du champion, il n'y a pas des gens qui se mettent à proposer des sites de vente en ligne. Et en fait, là, on comprend très vite quand on creuse le sujet, c'est qu'il y a une mise de fonds initiale entre 500 000 et 60 000 euros. Donc effectivement, là, il y a un problème, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas simplement monter un blog ou monter un site. Donc, ce que je voulais dire, simplement pour reprendre votre question au début, je crois que on ne fera pas l'économie d'une prise de conscience. Alors vous, si vous êtes là, c'est parce que vous avez fait la prise de conscience. Ça c'est sûr. Depuis un moment. Mais le problème, c'est d'arriver à ce que ça fasse tache d'huile. Et il y a encore beaucoup de gens qui, sur l'art contemporain, ne sont pas encore très, très éclairés ou ont encore quelques mollesses. Je crois qu'il y a, je dirais, une clientèle, je dirais, politiquement correcte, souvent de gauche, qui trouve cet art contemporain très sympathique, très innovateur. De droite aussi. Alors de droite peut-être de façon différente, on va dire. Mais disons qu'il y a un snobisme, disons-le, de cette reconnaissance de l'art contemporain qui est souvent assez creux, vide, et où on se fait un peu des espèces de grands cinémas pseudo-intellectuels, enfin de mon point de vue, moi c'est ce que je pense. Et donc ça c'est, je dirais, ça n'a pas, je crois, à part un microcosme, on va dire, ça n'a pas l'aval du public le plus général. Le public général, souvent, est scandalisé. Oui, mais il laisse faire. Il laisse faire aussi beaucoup. Il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Oui. Mais il dit, il peut le dire même tout haut, ça ne rime à rien.
ça n'a pas de sens, c'est vide. Alors, Mais comment combattre voilà. l'art contemporain, c'est quand je dis art contemporain, tout le monde est bien d'accord, hein, c'est lacé. Hein, bon. C'est extrêmement difficile parce que c'est un art transgressif, extrêmement ricanant, et si même vous essayez de le prendre par l'humour, il risque de retourner les rieurs de son côté. Bon. Alors, moi, par exemple, j'avais entendu quelques propositions d'action qui me semblaient intéressantes. Par rapport à Capour, vous savez, qui a envahi Versailles avec le vagin de la reine, tout ça d'ailleurs sans aucune autorisation. Alors là, il y a eu quelqu'un qui est passé à l'action, qui a décidé de faire un procès. Le procès est en cours, on verra ce que ça donne. Mais il y avait des étudiants qui avaient proposé une autre action qui était, en plus, comme Capour avait fait des déclarations assez tonitruantes pour dire que l'État français l'avait très vraiment malmené, il n'était pas payé, etc. Donc ces étudiants avaient proposé de faire une quête de piège jaune pour ce malheureux artiste d'art financier qui avait tellement de malheur. Et là, je crois que c'était effectivement très peu, on pouvait difficilement le retourner, et ça aurait bien mis les rieurs... ça aurait bien fait toucher du doigt ce qui se passait, quels étaient les enjeux. Donc, mais à chaque fois, le problème de l'art contemporain, c'est qu'à chaque fois, vous avez affaire à des cas particuliers. Donc, à chaque fois, pour tomber juste, il faut vraiment bien regarder quel est le personnage en question, ce qu'il propose pour vraiment contrer. Et c'est ça qui est très compliqué. Vous ne pouvez pas adopter une ligne générale et dire d'une manière générale, quand il se passe ceci, on fait cela. C'est quelque chose d'extrêmement mobile, d'extrêmement ondoyant. Ouais, donc ça fait partie des difficultés. Mais enfin, on peut imaginer aussi que tous les artistes, entre guillemets, plus classiques, fassent des manifestations, descendent dans la rue, alors ça, et puis disent stop à l'imposture. Ça peut parfaitement être retourné par l'art contemporain. Parce que la plupart des scandales qu'il provoque sont des scandales programmés. Parce que le scandale fait de la presse et la presse fait monter la cote. L'exemple le plus connu, c'est la statue de Jean-Paul II, la 9e heure, qui avait un succès, je dirais, modéré quand Cattelan l'exposait en Italie ou en Angleterre. Et dans l'entourage de Cattelan, il y a quelqu'un qui a eu une idée de génie. Il dit, mais Jean-Paul II écrasé par une météorite, c'est en Pologne qu'il faut l'exposer. Alors là, évidemment, en Pologne, ça a été la catastrophe, le Hourvari. Les Polonais sont arrivés avec leur chapelet à la main, à genoux, en train de faire des processions. Et ça a fait la gloire de Cattelan. Donc faites très attention, justement, aux manifestations. Justement, on ne peut pas le contrer par les méthodes habituelles, qui étaient la manifestation, la pétition. C'est en cela que réside la difficulté. Donc, moi, en tant qu'historienne de l'art, j'ai fait le pari de l'information. Dire que c'est vraiment, on va le combattre en informant le maximum les artistes, le public. Et là, effectivement, Internet aide parce que les sites, vous savez, il y a une diffusion virale. Quand vous envoyez une lettre d'information, moi, ma lettre, je sais qu'elle est reprise par des tas d'autres sites. Et ainsi on en parle ensemble. Voilà. En gros, bon, maintenant, d'autres formes de, entre guillemets, militantisme. Moi, en tant qu'historienne, je ne suis peut-être pas la mieux placée pour vous conseiller, mais ce que je peux te dire, c'est que ces formes de militantisme sont forcément difficiles à mettre en place, pour les raisons que je vous ai dites. Hein. Merci. Bonjour madame, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Mais par contre, j'ai envie de vous dire que c'est un peu partial parce que moi, je suis un amateur d'art depuis toujours, et particulièrement d'art contemporain, que j'adore, Maurizio Cattelan. J'adore Maurizio Cattelan. Quand vous parliez de Buren tout à l'heure et de ses rayures, il y a bien longtemps qu'il fait plus de rayures, Buren. Il fait énormément de travail avec la lumière. Il en fait toujours, dans les caves de Pommery en particulier, il n'y a pas longtemps. Il est très cher. Il ne s'est pas du tout arrêté à ça. Dans le marbre. Et quand on regarde le travail de Buren, c'est un travailleur acharné qui fait énormément de choses, beaucoup d'installations magnifiques avec de la lumière, des couleurs splendides. Il utilise la forme. Buren a dit une phrase magnifique. Je vais la citer de mémoire. Merci à Uccello, Rubens, Véronèse, Pollock, Monet, enfin il cite comme ça énormément d'artistes, d'avoir fait tout ce qui ne doit plus être fait et qui n'aurait jamais dû être fait d'ailleurs.
Je tiens cette phrase pour une forme de barbarie la plus violente qui soit. Ce sont dans ces écrits de l'art de 93 et il n'a jamais fait acte de repentance. Ouais. Ok. Mais moi, par exemple, je suis une simple... amatrice un peu rétinienne, avec le plaisir justement, de la situation. Je peux terminer ? Je vous ai beaucoup écouté et j'aimerais bien... par exemple, vous parliez de Versailles. Je suis versaillaise, hein. Donc j'ai vu, depuis que l'art contemporain sont dans les jardins de Versailles, se multiplier les visites c'est exponentiel. On ne peut plus rentrer à Versailles, tellement le public est attiré, un public d'amateurs quand même, hein. Alors il y a les détracteurs de Venet quand il installe ces grandes sculptures et que j'adore, moi, j'adore l'artiste. Alors évidemment, je ne partage pas l'opinion de ceux qui aimeraient l'enlever. J'aime beaucoup Murakami, il a fait une magnifique sculpture les Smarties, oui. Non, pas les Smarties, la sculpture. Donc, Finissez, madame. Je voudrais donc, point par point. Voilà. Donc, moi, je me sens extrêmement agressée parce que qu'est-ce que vous faites avec votre regard d'historienne de ce public qui n'est ni impliqué dans le marché de l'art et la spéculation et qui se contente d'aimer. Qu'est-ce que vous en faites ? Alors, je vais vous répondre. Qu'est-ce que vous faites avec Je vais vous répondre, moi, madame. Vous avez prononcé le mot tout à fait juste. Vous avez dit « je suis rétinienne hein ». J'ai un plaisir rétinien. C'est déjà et pas justement, mal, hein. oui, mais c'est un problème. Ah bon ? Ah oui, un gros problème. Parce que vous regardez de manière rétinienne un art conceptuel. C'est là où ça ne va pas. J'éprouve du plaisir. Par exemple, mais vous passez à côté, justement, de tout ce qu'il peut y avoir de très transgresseur à l'intérieur. Non, mais vous limitez à votre propre plaisir. Mais non, pas du tout. En l'occurrence, vous aimez Catalan et vous aimez le salut nazi accroché au mur ? Non, mais pas tout. Par exemple, quand vous avez aussi un artiste contemporain extraordinaire, Ernest Pignon-Ernest, qui a fait une installation... je ne mets pas Pignon-Ernest à côté. Je ne mets pas Pignon-Ernest dans le même... Non, mais je veux dire, on peut il y a de la place pour tout le monde. On peut à la fois... Non, il n'y a pas de la place pour tout le monde à partir du moment où il y a un renard et des poulaillers. Alors là, bon... Madame, j'aimerais terminer sur Versailles. Vous avez dit c'est merveilleux, il y a de plus en plus de monde, c'est merveilleux. Le musée est en train de périr, justement, il y a trop de monde. Ça provoque une usure fantastique. On est en train de casser des appartements historiques pour faire des colonnes d'aération, etc. Le musée est saturé. C'est criminel de vouloir en faire les Galeries Lafayette aux heures de pointe. Eh bien, je pense que c'est effectivement une conclusion formidable de Christine. Et donc, nous passons maintenant et nous accueillons Aude de Queyros. Et nous sommes ravis qu'elle soit là. Christine, où en êtes-vous restée à 2008, vraiment ? Oui, parce qu'on a dû vous attendre avec impatience sur la suite. Il fallait dévoiler peut-être un peu le scénario qui a suivi. Non ? Ouais. Alors, en fait, ce dont j'avais envie aujourd'hui, c'était de vous expliquer un peu les mécanismes du marché qui nous amènent à de grands changements. Alors, peut-être qu'on va revenir un peu en arrière. Vous vous souvenez de l'époque merveilleuse où tout le monde a tellement bien vendu dans les années 80. Et souvenez-vous, dans ces années 80, on vendait aussi bien des tableaux, de la sculpture, de la gravure, mais aussi de l'art contemporain. Et puis, il s'est passé le premier grand krach mondial qui a mis non seulement le marché financier par terre, mais également le marché de l'art. Pourquoi ? Parce que pendant ces années 80, eh bien, les collectionneurs collectionnaient d'une façon individuelle et ça a été le grand jeu. Il y a eu évidemment tout le désir mimétique. Quand quelqu'un avait quelque chose, quelqu'un voulait aussi l'avoir, mais il y avait aussi le fait qu'on gagnait beaucoup d'argent en achetant et en revendant 2 mois ou 3 mois ou 5 mois plus tard. Et très souvent, on allait à la banque et on demandait un prêt, on payait la toile et on payait quand elle était revendue. Donc vous imaginez, ça a été un festival de spéculation
Mais du jour au lendemain, tout est tombé par terre et c'est le dernier qui a acheté qui s'est retrouvé avec la pomme de terre chaude. Donc, patatras, tout est par terre. À New York, les galeries ferment du jour au lendemain et il ne se passe plus rien pendant quelques temps. Mais en même temps, il y a eu un immense événement, c'est l'effondrement du mur de Berlin. Et évidemment, ça a provoqué tout de suite la possibilité pour les États-Unis de pratiquer une hégémonie mondiale qui était devenue possible, d'autant plus que la Chine était ouverte à partir de ces années-là. Alors, en fait, comme l'art contemporain, comme vous saviez, qui était une partie du marché avant, avait servi de soft power pour l'Amérique pour détrôner l'Europe, si on peut dire, je ne vais pas rentrer là-dedans, le soft power américain, ce mot d'ailleurs date du début des années 90, va changer et va s'adapter à ce nouveau monde où l'Amérique est hégémonique. Et ils vont réfléchir à comment réorganiser le marché de l'art qui s'était effondré et comment continuer à s'en servir comme un support du nouveau soft power qu'il fallait mettre en marche. Et c'est là que, vers les années 95, a été inventé un nouveau système qui avait déjà été un peu déjà là, il faut dire, mais disons, ils vont le systématiser et ils vont introduire un élément différent, c'est que pour que l'art contemporain, je parle de cette section du très très haut marché qui concerne à l'époque ce qu'on appelle art contemporain, c'est-à-dire l'art conceptuel. Ça met de côté évidemment la peinture, la gravure, la sculpture, qui ne rentrent pas dans cette catégorie à cette époque-là. Et cet art contemporain a beaucoup, beaucoup d'atouts puisque c'est un art sériel. Il peut être fait en plusieurs exemplaires. Il peut être fabriqué en usine. Le plus souvent, un artiste ne fait pas avec ses mains, évidemment, ses œuvres. Et donc, on peut s'adapter au marché parfaitement. C'est-à-dire que si vous avez besoin pour la foire de Bâle d'un très grand exemplaire, mais aussi quelques mois après d'un autre, ou en même temps d'un autre exemplaire pour un musée, pour un autre endroit dans le monde, on peut faire la réplique et on peut donc être partout à la fois. On peut placer des œuvres partout, on peut être extrêmement visible en très peu de temps, et cet art contemporain aussi va pouvoir devenir quelque chose qui n'avait jamais été jusque-là, c'est-à-dire un produit financier. Alors un produit financier dérivé, sécurisé, alors dérivé parce qu'en fait il assemble plusieurs valeurs différentes, et sécurisé puisqu'il ne sera désormais que collectionné en réseau, ce qui va permettre de stabiliser les cotes, c'est-à-dire que quand vous entrez dans un réseau de gens très riches, il faut que les gens soient très très riches pour ça, que ça soit de l'argent de poche, pour que ça ne soit pas essentiel, c'est-à-dire qu'ils puissent disposer de beaucoup d'argent sans mettre en péril d'aucune façon leur patrimoine ou leur fortune. Alors ces gens-là collectionnent en réseau et ça permet de faire monter les prix en acceptant une nouvelle personne dans le réseau qui va payer le pas de porte en faisant augmenter le prix de l'objet. C'est réel. Et ça va aussi garantir cette cote parce qu'on ne le vendra pas en temps de crise et on ne le vendra pas sans l'autorisation des autres. Donc ce type de collection en réseau va se faire aussi autour du collectionneur qui va être, le centre de ce type de collection, de ce type de faire valoir, puisqu'il a assez d'argent pour financer des galeries, des salles des ventes, pour traiter la communication et la presse, pour avoir toutes sortes pour avoir tous les éléments de la chaîne de la fabrication de la valeur. Donc, dès les années 97, 95, 97, tout va augmenter énormément. Et à ce moment-là, et ça commence déjà dès après la chute du mur de Berlin,
les salles des ventes vont commencer à être un des passages obligés de cette fabrication de la valeur mondiale, puisque quand il y a une vente à New York, le monde entier participe à la vente par téléphone, sur les écrans. Donc vous avez une vente mondiale. Il y avait à l'époque 2 maisons de vente, Christie's et Sotheby's, qui ont passé ce qu'on appelle une entente. Or, vous savez que les ententes sont interdites et en Amérique punies par la loi, et pas seulement en Amérique. Nous l'avons appris très récemment que Christie's et Sotheby's, au début des années 2000, a été puni de cette entente, et Sotheby's a été obligé de payer 500 millions de dollars d'amende pour avoir fait cela. Et tout ça, d'ailleurs, est resté, si je pense que vous n'en avez jamais entendu parler, véritablement, je l'ai découvert des années après, alors que j'ai le nez sur ces choses-là. Et ça n'empêche que, en l'an 2000, ils ont passé un accord pour réorganiser le marché de l'art, et ils ont fait cette chose absolument fabuleuse. Ils ont fait le marché d'art ancien, ils ont fait 3 départements, le marché d'art ancien, le marché d'art moderne, impressionniste et moderne, et le marché de l'art contemporain qui commence en 1960. Et donc ce marché de l'art contemporain, c'est les salles des ventes qui vont le prendre en charge, alors que les salles des ventes ne prennent en général, en tout cas en France, jamais en charge le premier marché. En France, c'est interdit. C'est les reventes, c'est le deuxième marché qui concerne les salles des ventes. Et là, pas du tout. Elles vont très rapidement passer sur cette réglementation qui est d'origine française d'ailleurs, et on va voir les salles des ventes promouvoir des artistes et faire la cote des artistes extrêmement rapidement et d'une façon mondiale. C'est lié à ce besoin pour l'Amérique de créer une globalisation de l'économie centrée sur eux, évidemment. Et la conséquence de cette politique va être que, d'une part, le très haut marché de l'art contemporain va être sécurisé. Donc, beaucoup plus de gens vont s'intéresser à ce marché et vont entrer dans la ronde, parce qu'avant, il y avait peu de gens qui jouaient à ce jeu-là. Je parle de l'art contemporain, toujours. Je ne parle pas de la peinture, de la gravure et de la sculpture. Vous faites la différence. Et le marché va monter, monter, monter. En 2002, comme vous savez, il y a eu le deuxième crack, qui n'était pas un très grand crack, mais un crack quand même, dû à la crise Internet. Et le marché financier a beaucoup perdu. Mais le marché de l'art, après un petit moment de stabilité, si on peut dire, et puis peu de choses, est reparti à la hausse. Et donc, nous avons un marché qui augmente tous les jours. Vous avez les Chinois qui, en 2000, entrent sur ce marché. Et vous avez donc ces pays émergents où il y a de plus en plus de fortunes millionnaires qui savent que pour entrer dans les réseaux occidentaux, c'est très intéressant de passer par le marché de l'art en achetant une œuvre. Ils rentrent, ils payent le pas de porte, c'est comme ça qu'il faut monter les prix, ils payent le pas de porte pour entrer dans un réseau où on dîne en ville, où on se retrouve à Miami, à la FIAC, à Bâle, et où on participe au même cocktail. Donc plusieurs fois par an, vous avez ces plateformes de vie sociale pour une bourgeoisie globalisée hyper riche, et qui est au-dessus des frontières, au-dessus des cultures, au-dessus des religions, au-dessus des idéologies. On n'avait jamais vu ça. C'était quand même un phénomène. C'était peut-être l'art contemporain qui permettait, le seul lieu où la langue n'ait aucune importance, où on puisse se retrouver et rencontrer les grands de ce monde, les grandes fortunes économiques, les gens d'affaires, sans prendre de rendez-vous, et tout simplement se retrouver à un cocktail des VIP de la FIAC ou toutes les soirées off organisées à Miami et ailleurs. Donc vous comprenez bien que ça a été une formidable plateforme pour, disons, rendre la globalisation quelque chose qui est
une consistance sociale. Alors, donc, vous comprenez pourquoi l'art contemporain monte et monte et monte, et nous arrivons alors à 2008, c'est-à-dire la troisième crise financière mondiale. Or, 2008 a été une crise énorme, colossale, inouïe. Et le marché s'est véritablement effondré pendant des semaines et des semaines et des semaines et des mois. Et si les banques sont remises de cette affaire, ce sont à peu près les seules qui s'en soient remises, car les choses continuent. Enfin, les financiers s'en sont sortis, mais les économies ne s'en sont pas sorties si facilement. Peu importe. Qu'est-il advenu à ce moment-là de l'art contemporain et de son marché? On s'est dit, évidemment, j'ai eu cette lueur d'espoir en me disant, bon, ça y est, ils vont se casser la gueule. J'étais naïve et je me souviens un jour dans un vernissage parlant à un commissaire-priseur en lui disant, ça y est, c'est fini. Elle me dit, oh, mais non, mais pas du tout, n'avait rien compris. Vous savez, l'art contemporain, c'est pas beaucoup d'argent dans les affaires, c'est de l'argent de poche. Et cette expression est très intéressante. Tous ceux même ceux qui achètent 50 millions un dog de Jeff Koons, n'est-ce pas, puisque c'est 50 millions de dollars cette année, sachez qu'il est en 7 exemplaires et que 7 collectionneurs détiennent un exemplaire du dog de Jeff Koons. Ça veut dire que que quand il est passé à 50 millions de dollars, tous les autres qui étaient en dessous sont montés à 50 millions de dollars. Donc vous voyez le jeu, et je vous expliquerai après comment, parce que ça c'est cette année, comment le marché de l'art a évolué vers ça. Donc je disais que ce commissaire-priseur m'avait donné la clé, c'est-à-dire que même celui qui paye 50 millions de dollars à un Jeff Koons, pour lui, c'est de l'argent de poche. Sinon, ça n'est pas possible. C'est un jeu, donc, entre très peu de personnes. Alors, j'ai beaucoup regardé très attentivement tout ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi cet effondrement du marché financier, et en voyant que le marché de l'art ne s'effondrait pas, lui. Et j'ai commencé à voir un peu, disons, les stratégies qui ont été employées. Alors, il est certain que jusqu'en 2008, au fond, il y avait eu un progrès en nombre par rapport au nombre de collectionneurs qui faisaient les cotes faramineuses de l'art contemporain. Donc, il y avait eu une entrée importante de collectionneurs dans ce marché. Mais c'est malgré tout peu de gens. Et quand un marché repose sur peu de gens, il est vraiment fragile. Donc, les salles des ventes, les marchands, les experts, les collectionneurs ont trouvé une solution pour pérenniser ce qu'on pourrait appeler une pyramide de Ponzi. Or, la pyramide de Ponzi, on en parlait à ce moment-là, puisque vous en aviez une qui venait de s'effondrer. Au bout de 25 ans, c'était la pyramide de Madoff. Une pyramide de Ponzi, oui, comme tous. Et si vous faites une pyramide de Ponzi, sans problème, vous pouvez durer 5 ans. C'est la longévité naturelle d'une pyramide de Ponzi. Voilà. Madoff a duré 25 ans. Et pour certaines raisons, il n'a pas pu tenir plus longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrivait pas à faire rentrer dans sa pyramide de nouveaux clients. L'art contemporain, maintenant, sa pyramide, pas loin de 25 ans aussi. Est-ce qu'elle va durer plus longtemps ou pas ? En tout cas, les leçons ont été tirées et elles semblent durer. Qu'ont fait tous ces experts et ces marchands d'art ? Ils se sont dit il faut augmenter
le nombre de gens qui achètent de l'art. Alors comment faire pour augmenter? Il faut l'augmenter énormément pour pouvoir faire en sorte que si ça ne marche pas très bien d'un moment, il y ait une compensation. Et alors dans les mois qui ont suivi, comme il n'y avait plus d'argent, ils ont fait des ventes de BD, ils ont fait des ventes d'art naïf, ils ont fait des ventes de street art, ils ont fait des ventes de ceci, de cela, de petites choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils redescendaient dans ce que on appelait, qui était plus proche de l'art dans nos pensées. C'est-à-dire que ce n'était pas du conceptuel. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus d'amateurs pour de la peinture, des BD, du street art même, puisque le street art a un aspect de popularité. Il y a beaucoup d'amateurs. Et toutes ces choses-là, et ils ont essayé de lancer tous ces marchés pour faire une sorte de marché moyen important. Et ils ont construit, si vous voulez, ils ont étoffé la pyramide de Ponzi. Ils ont fait un marché moyen peu à peu, avec des ventes, avec des promotions, en attirant par tous les moyens un nouveau public. Même à la FIAC, on commençait à voir des choses pas très conceptuelles. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut se renouveler, et le conceptuel est parfois extrêmement répétitif. Et il faut peut-être de temps en temps mettre quelque chose que quelqu'un puisse aimer, puisse trouver beau même, j'ai prononcé le mot, et se dire « Ah, ça, j'aimerais bien ça dans mon salon », ce qui n'était absolument pas ni le but, ni l'objectif de quelqu'un qui achète une œuvre d'art contemporain. Donc il fallait, essayer de séduire un public normal. Et en attendant que tout se restabilise, ils ont donc commencé d'année en année à épaissir ce marché. Maintenant, par exemple, cette année, ça a été l'art africain. L'année prochaine, on va trouver quelque chose d'un peu nouveau pour faire de la communication, pour faire de l'événement, et puis pour désennuyer les gens, parce que à la fin, on ne va plus à la FIAC parce qu'on se dit on va avoir toujours la même chose. Alors, tout ça marche bien puisque les ventes recommencent à faire des grands bons. Et c'est là où on voit aussi une transformation de l'art produit financier, qui avait été un peu cette invention de la fin des années 90, à simplement une sorte de monnaie. Car nous sommes une époque où les frontières pour la circulation sont gênantes finalement. Et toute forme de monnaie est intéressante à développer. Et d'une certaine façon, je pourrais dire que le très haut marché de l'art contemporain, celui qui dépasse, après je vous dirai un peu ce qu'est le bas marché, moyen marché, haut marché, celui qui dépasse 1 million d'euros ou 1 million de dollars, ce marché-là, eh bien, c'est 0,3 je dirais, % des acheteurs qui sont dans ce très très haut marché. Eh bien, lui, c'est un marché garanti, et il y a un besoin monétaire entre les personnes qui sont capables de posséder des choses comme ça. Donc, on peut très très bien s'échanger visiblement ou invisiblement ces objets qui ont une sorte de valeur faciale entre soi pour se faire crédit ou pour avoir de la monnaie ici et qu'on ne voit pas que ça sort d'ailleurs. C'est-à-dire, en fait, c'est une sorte de monnaie qui passe par-dessus les frontières. Il y a un côté Bitcoin réservé à un très très haut, aux très hauts collectionneurs. Ça peut aussi servir dans le moyen marché, parce que le moyen de marché de l'art contemporain, ce sont les marches. Alors, il est conceptuel aussi, et généralement, il est au-dessus de 50 000 euros, et il va entre 50 000 euros et 1 million. Donc, vous voyez, toute cette partie-là, c'est un peu là qu'il y a une grande spéculation, parce qu'il y a ceux qui vont rester et qui seront ensuite, je dirais, comme de l'or, c'est-à-dire ça ne bougera pas, enfin, c'est du solide, c'est du sûr, c'est garanti. Tout ce qui est en dessous n'est pas garanti, mais il y a une spéculation.
avec des modes de garantie quand même, parce qu'on fait ça en réseau, on ne fait pas ça tout seul, on ne collectionne plus tout seul. Alors là, vous aviez évidemment, et dans cette partie moyenne, vous avez une partie basse où on va mettre le plus haut du street art, le plus haut de l'art, des arts primitifs, modernes, de l'art naïf, de la BD, de toutes ces choses-là. Mais ça sera, il y a un plafond, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait des objets, ça reste des objets uniques très souvent, et qui ne sont pas on ne peut pas les faire en série, ce sont parfois des artistes qui les font un à un, ce sont des objets uniques. Donc il y a un plafond qui est lié au fait que ça n'est pas, on ne peut pas le posséder à plusieurs non plus. Comme je vous disais, le chien de Jeff Koons est possédé par 7 personnes. C'est quelque chose qui lie ces 7 personnes. Il y a 7 chiens qui sont possédés par 7 collectionneurs. Et voilà. Alors, vous avez, pour comprendre un petit peu comment les choses ont changé, vous avez un type d'homme qui est, je dirais, celui qui a fait l'art contemporain du deuxième âge, qui commence vers les années 95 et qui se termine en 2010 à peu près, c'est Pinault. Pinault est un très bel exemple parce que il est le modèle, c'est-à-dire il est le collectionneur, c'est lui le centre du marché de l'art, et comme collectionneur, eh bien, il possède le musée, il possède la salle des ventes, il traite tous les jours au champagne et mieux encore les plumitifs, les médias, etc. Et en plus, il collectionne, comment dire, c'est lui qui décide, il est aussi l'expert puisqu'il décide lui-même ce qu'il veut collectionner ou pas. Alors là, vous avez un modèle, mais tout d'un coup, dans les années 2010, vous avez eu quelqu'un qui se dit, mais il y a un marché auquel personne ne pense, mais qui est fondamental et très utile pour la pérennité de cette pyramide de Ponzi. C'est le tout petit marché, c'est-à-dire celui qui nous concerne ici les uns et les autres, c'est-à-dire le marché qui va au plus, je dirais, le sommet du sommet, c'est 50 000 €, mais disons que ça joue entre 50 € et 5 000 €. Voilà, ça c'est le marché, c'est le nôtre. Et ce marché-là a intéressé un personnage encore plus intéressant que Pinault, un peu plus fantastique, si on peut dire, c'est Thierry Hermann. Alors Thierry Hermann, c'est la dernière génération, c'est Thierry Hermann qui marque notre époque, qui marque aussi tout ce qui va se passer dans les années qui viennent. Alors qui est Thierry Hermann? Tout le monde le connaît, c'est celui qui possède la Maison du Chaos, qui est une œuvre d'art. Et il est d'abord artiste. Et non seulement il est artiste, mais il est également théoricien. C'est-à-dire qu'il dit, il a ses théories sur l'art. Il est également un expert, puisqu'il a une banque de données, et c'est la banque de données mondiale la plus complète, et absolument. Et ce Thierry Hermann a des idées tous les jours, et il a décidé de rafler tout le petit marché. C'est-à-dire ce qui permettra à la pyramide et à la pointe de tenir, d'ailleurs. Hein. Il rend un service formidable aux autres. Alors, comment s'y prend-il? Il joue le jeu de la transparence, c'est-à-dire que, et ça c'est il y a exactement 2 ans, il a décidé de faire en sorte que tout le monde peut avoir accès à 80% des données de sa banque de données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez à une exposition, vous êtes un amateur, vous prenez votre iPhone, vous regardez la liste des prix, vous prenez votre iPhone et vous regardez ce qu'il y a, quelle est la cote de cet artiste. Bon.
Alors que voit-il? C'est que la galerie vend votre tableau 3 000 €, mais que votre tableau, en fait, en salle des ventes, il est à, je sais pas, 500 €. Donc, que va faire la personne en question? Elle va se dire, oh, ben, je vais le trouver sur Internet, je vais l'appeler et je vais acheter son tableau. Ça veut dire que, d'une certaine façon, Thierry Hermann, je simplifie tout cela, mais ça vous donne l'idée qu'il va faire ce qu'il appelle une disruption, c'est-à-dire qu'il coupe un circuit. Vous savez, c'est un terme d'électricité qui dit on enlève un circuit, et le circuit qui vient d'enlever, c'est les galeries. Parce que si les galeries ne peuvent pas vendre en prenant leur pourcentage de 50%, eh bien, évidemment, il n'a plus qu'à fermer. Alors, pour remplacer quand même un vide, que va faire Thierry Hermann? Il va vouloir aussi avoir une salle des ventes. Seulement, en France, vous avez une législation qui n'est pas la même qu'aux États-Unis, et que dans le monde anglo-saxon qui domine le marché de l'art, c'est qu'un expert et un commissaire-priseur ne peuvent pas se cumuler. C'est-à-dire vous êtes ou expert ou commissaire-priseur. Donc, il faut choisir. Comme Thierry Hermann ne peut pas être commissaire-priseur en France, ça n'a strictement aucune importance, il va ouvrir sa maison de vente aux États-Unis. Et aux États-Unis, que va-t-il faire? Il va beaucoup privilégier ce petit marché. Et comme il y a des critiques que vous faites avec juste raison, d'ailleurs, Christine, en disant, évidemment, vendre sur Internet aux enchères ou pas aux enchères, il y a quand même un inconvénient majeur, c'est que vous achetez, on vous envoie par la poste, et comment pouvez-vous être sûr que c'est du vrai, enfin bref, vous avez tout ce problème de est-ce que c'est pas un faux, une copie, que sais-je. Bon. Alors, que cela ne tienne, Thierry Hermann, il y a exactement 3 mois, a acheté une nouvelle appli qui est blockchain. Et vous savez, blockchain, c'est ce qui permet à Bitcoin d'exister. C'est-à-dire que Bitcoin est un système transparent, comme celui que veut créer Thierry Hermann pour le marché de l'art. C'est-à-dire qu'au fond, la valeur est garantie par le fait que toutes les transactions qui précèdent sont accessibles et transparentes. Bon, donc il va appliquer blockchain au marché de l'art. Et vous pourrez savoir qui a été le possesseur précédent, le possesseur précédent, le possesseur précédent. Donc vous avez une sorte de transparence et vous pouvez virer l'expert. Donc la galerie est virée, l'expert est viré, et il avance dans cette conquête du bas marché qui va solidifier cette pyramide de Ponzi. Donc, tout d'un coup apparaît quelque chose qui n'apparaissait pas du tout avant, c'est-à-dire 3 grands niveaux de cette fameuse pyramide, le très haut marché qui est sécurisé, sanctuarisé, et que d'ailleurs Thierry Hermann appelle, c'est ça qui entraîne tout le marché. C'est ces valeurs faramineuses, c'est ce rêve inouï, c'est 50 millions un chien en plastique, etc., qui fait rêver tout le monde, tout est possible, si vous voulez. C'est donc la locomotive qui va tirer le train. Et vous avez donc ce moyen marché qui a été étoffé entre 2008 et, je dirais, 2010, qui va entraîner beaucoup plus de gens dans le moyen marché, avec ce moyen marché qui admet... disons à la base, disons le meilleur de ce marché que Thierry Hermann va essayer d'encourager, qui est le bas marché, le nôtre, celui de la peinture, la gravure, etc. En fait, avec ce que Thierry Hermann est en train de faire, il faut vous dire qu'en ce moment, tous les prix baissent. Nous sommes tous ground zero, et il nous conseille de prendre nos marques et de vendre en ligne, et donc de se créer une cote, et on recommence tout à zéro, sauf qu'au-dessus, tout se passe autrement, puisque ce sont les réseaux eux-mêmes qui forment la valeur. Vous voyez, vous avez deux modes de fonctionnement, mais tout ça est intégré et permet
à ces salles des ventes, à tout le système de l'art actuel, de survivre quand, comme maintenant, il y a, semble-t-il, une baisse de marché. Et ce qui est dit aujourd'hui, mais c'est de la com, on dit le marché baisse, mais la bulle est sous contrôle. C'est un de ces produits magiques de la consommation. Je ne peux pas aller plus en avant, mais au moins vous aurez un petit schéma pour vous repérer et pour voir que nous sommes dans une époque de grands changements, ou peut-être, après tout, c'est mieux qu'avant pour nous.